Bonjour Benjamin, bonjour Nicolas. Vous êtes respectivement CEO et consultant blockchain slash business dev chez Enea, donc un studio d'accompagnement Web3 dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps vous présenter votre parcours, votre arrivée dans le Web3, s'il vous plaît, si tu veux commencer, Benjamin? Bonjour Pierre. En tant que, CEO de Enea, mon parcours il est plutôt atypique puisque, j'étais, plutôt actuaire de formation, à l'origine, donc un background maths proba, économie et je suis arrivé dans la crypto, dans 2019, par la tokenisation IMO et depuis, je pense qu'on a quand même pas mal évolué et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à faire du développement, blockchain, beaucoup plus, large et pas uniquement centré sur la tokenisation et c'est comme ça que je suis entré un peu dans l'écosystème, donc très loin de mon parcours originel, mais avec ses forces et faiblesses, du coup, ça me permet de naviguer dans cet écosystème, totalement, libre et sans frontières, sans barrières, grâce à ça. Super, Nicolas? Alors, on va garder le même mot, le mot atypique, qui est aussi un parcours atypique où moi j'ai commencé plus sur la partie industrielle, en responsabilité de production et de projet industriel. J'ai accompagné la transformation digitale chez L'Oréal et en même temps de mes études, j'ai connu l'entrepreneuriat et l'investissement dans les cryptos en 2017. Donc, je suis plus rentré sur la partie investissement, dans la partie blockchain et crypto. Et ensuite, je me suis beaucoup plus intéressé sur sur cette tech, la blockchain, et à voir comment on pouvait construire des projets autour de ça. Comme j'étais dans l'investissement, je pensais beaucoup à tokenisation sur la partie immobilière et j'ai vu qu'on pouvait faire aussi d'autres choses et c'est là où j'ai rejoint Ben, au niveau de Enea pour accompagner, les personnes qui veulent créer leur projet, dans la réflexion, dans la construction et après dans le lancement, au fur et à mesure avec des investisseurs, leur communauté et cetera. Ok, super, très clair. Donc Enea Studio Web3, et déjà pour recontextualiser, comment vous voyez en fait Enea dans l'accompagnement de clients Web3? Qu'est-ce que vous faites concrètement? ENA, c'est une vraie solution, complète, qui va du coup du consulting, de projet, du suivi d'accompagnement de projet, au développement et également jusqu'à la partie tokenomics. Donc sur les 3 pans, il y a vraiment plein de sous-catégories, mais pour faire un peu large, côté consulting, on vient accompagner des projets, naissants jusqu'au projet, qui est déjà bien en place et qui cherche à s'étendre sur, de nouvelles verticales ou sur des nouvelles thématiques. Côté dev, on va faire tout ce qui va être front-end, back-end, smart contract forcément, audit également et on ajoute dans cette partie-là tout ce qui va être création, graphique des sites, des clients, également, de leur image de marque et cetera et sur la partie tokenomics, ça, c'est une partie qui est un peu plus, heu, dans l'ombre, qui peut rejoindre aussi le conseil, sous une certaine forme. Mais là, on fait intervenir notre équipe d'actuaires, donc il y a 3 actuaires, qui viennent, de secteurs différents et donc on travaille sur les tokenomics des clients, avec, des simulations d'automatisation, des modèles, avec, du MATLAB, du Python et cetera. Et en fait, la plupart du temps, sur les projets de nos clients, c'est pour ça qu'on parle de studio, c'est qu'on utilise l'ensemble de cet écosystème que l'on a créé pour venir accompagner nos clients, et généralement, on n'est pas trop sur une seule branche à la fois, on est plutôt sur, c'est un tout et tout le monde travaille ensemble dans l'objectif, du client, quoi. Très clair. Parce que justement, on peut en discuter un petit peu. Vous vous êtes organisé, vous êtes une équipe de 14 personnes et vous êtes un collectif organisé en freelance pour gagner, énormément en flexibilité. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à ça. Comment vous est venue un petit peu l'idée et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, dans votre quotidien? Alors, l'idée, elle est venue, un peu naturellement dans le sens où, moi, je prône beaucoup le digital nomadisme. C'est un peu un fer de lance, dans ma vie et en fait, le modèle, français, on va dire social français est assez, difficile avec ça. C'est-à-dire que c'est compliqué pour, d'onboard un employé, d'avoir un salarié et cetera quand nous-mêmes on est, à l'étranger, la plupart du temps, et autres et du coup notre premier employé, est arrivé et on s'est posé cette problématique et en fait, le modèle de freelancing correspondait à la fois, nous, à nos problématiques de modèle social et à lui, ses problématiques, personnelles qui est que, bah, en fait, il voulait pas s'engager à long terme avec nous parce que c'est naissant, il savait pas trop dans quoi il allait encore et cetera. Donc pour tester, c'était 6 mois au début son premier test, sa première mission en tout cas et donc ça lui a permis de prendre ses marques et cetera, sans jamais, se dire: «OK, bah, je suis engagé, ad vitam aeternam avec eux, c'est un processus compliqué de partir, en CDI ou autre. Si au bout des 6 mois ça me plaît pas, bah, je peux faire autre chose assez librement et on est sur une entente mutuelle». Et donc de fil en aiguille après ce premier, ce deuxième, 4, 5, 6,
À chaque fois, on propose à la fois le modèle salarié, le modèle de freelancing, si on peut l'appeler comme ça. Et en fait, la plupart du temps et quasiment, on va dire 100 du temps aujourd'hui, les gens choisissent le second modèle parce qu'en fait, ils remarquent que oui, c'est plus simple pour eux. Il y a moins de pression, de hiérarchie et autres parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, à proprement parler. Beaucoup plus simple pour gérer son emploi du temps, personnel. Par contre, oui, ça demande de la rigueur, en termes de travail ou autre parce que, ben, ils font leur propre planning, ils gèrent leurs propres vacances, ils gèrent leurs propres, revenus. C'est-à-dire que derrière, oui, c'est comme une petite entreprise, hein, donc ils doivent gérer leur propre, système. Mais comme on est une sorte, comme tu as dit, une sorte de collectif, bah, tout le monde peut s'entraider s'il y a des questions, fiscalité, des questions sur, comment, je peux travailler par exemple, depuis, tel pays et cetera. En fait, on peut s'entraider, discuter et autres et chacun peut apporter sa petite expérience à la fois aux nouveaux et même aux plus anciens qui pourraient avoir, quand même des questions, et autres. Et d'ailleurs Ouais. Nico, du coup, toi, tu fais partie de cette, de ça, donc tu peux en parler aussi. Ouais, bah, c'est vrai, c'est cette, flexibilité, derrière aussi, heu, déjà d'être où on veut, en France ou alors, à l'étranger, et je reviens surtout sur la partie, être carré, quoi, et parce que derrière, il y a forcément du boulot, il y a des choses à faire, hem et l'humain sait que quand il n'est pas forcément cadré, des fois, il peut partir, à droite et à gauche, et ça peut ne pas correspondre à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plusieurs, employés ou alors freelance, et je pense que sur les personnes qui ont les plus grosses compétences aussi, elles aiment bien avoir leur cocon, être chez eux. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont pas d'enfants, mais voilà, que ça corresponde à leur mode de vie, et c'est super intéressant de bosser avec tout le monde comme ça, et ça nous arrive aussi de se retrouver, et tous ensemble avec l'équipe, de passer un bon moment et après de repartir bosser, chacun de notre côté, mais toujours ensemble via Discord, Gazer et autres, c'est toujours très sympa. On garde quand même, ce gros côté humain chez Enea quand même. Ouais, c'est super, c'est une méthode de travail en plus que vous proposez en tant qu'alternative, hein, si on veut la voie salariée, c'est tout à fait possible. Mais, en Yes. l'occurrence, je pense que ça va de plus en plus se développer à cette voie-là parce que, bah, tout le monde a tout le monde a y gagné, que voilà, quand les conditions sont bien cadrées. Aujourd'hui, vous faites, alors ça a démarré par de la tokenisation en 2018-2019, mais aujourd'hui vous intervenez vraiment, chez, quel que soit le terrain de jeu, chez les clients, que ça soit tokenisation, DeFi, le gaming ou industrie, vous êtes capable d'intervenir dans tous les secteurs? Ouais, complètement. Mmh. On a nos secteurs, privilégiés, en fonction, bah, des thèmes. Moi, ce sera plutôt le côté, finance. Nico, il est plutôt sur une partie industrie qui lui plaît beaucoup plus. Certains dans l'équipe sont beaucoup plus sur une partie immobilière qui leur plaît encore plus et cetera. Donc chacun a ses thématiques privilégiées. Par contre, oui, on est, assez, très flexible sur, les différents sujets parce qu'on est très on est agnostique sur la plupart des sujets. Nous, ce qu'on aime, c'est résoudre des difficultés, résoudre des problèmes et surtout trouver des solutions. Donc du coup, c'est, pas du tout un problème pour nous de passer d'un sujet à un autre, que ce soit de la finance, du gambling, de la tokenisation, d'actifs X ou Y et on a cette facilité-là à être un peu, caméléon sur les sujets et de passer à un autre assez simplement, sans trop de difficultés, sans trop de difficultés, ouais. Et du coup, globalement, quand vos clients, viennent vous voir, à quelle, étape d'idéation dans leur projet, où ils vont être? Est-ce que c'est simplement, on a des idées de choses à faire, car on a une voilà, on voit qu'il y a des choses, qui sont possibles à travers le web3 qui vont pouvoir être pertinents, mais sans en connaître davantage, on a besoin d'être pris par la main? Ou, la majeure partie des clients aujourd'hui, ils connaissent le web3, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ont quand même des lacunes et ils ont besoin d'accompagnement pour pouvoir, aboutir le projet? Alors, on a les 2 cas de figure. On a le cas de la personne qui a une problématique, enfin, qui a une problématique dans son business actuel, donc elle a un business qui roule, et elle a, un sujet, XY ou une problématique et on vient nous utiliser la blockchain et le web3 pour la solutionner et on a l'autre côté où on a des projets qui, eux, soit connaissent le web3 plutôt, mais n'ont pas encore bien, travaillé pas travaillé leur projet, mais bien formulé encore leur proposition de valeur, où est-ce qu'ils veulent aller et cetera et donc là, ils viennent nous chercher spécifiquement dans ce cadre-là, pour les accompagner et aller plus loin et aussi, bah, leur débloquer des solutions et voir ce qui est possible de faire dans leur thématique. Ouais, il y a vraiment de Là où tout. on va vraiment les accompagner sur toute la partie, product design, en fonction de l'étape de réflexion où ils sont, et une toute petite parenthèse, aujourd'hui, on est quand même dans une phase d'acculturation très importante,
Et je pense que toutes les boîtes et dans toutes les, entre guillemets, les hiérarchies des boîtes, COMEX d'opérateurs à COMEX, doivent comprendre et avoir des éléments sur la blockchain. Qu'est-ce que c'est? Juste comparer blockchain, métaverse. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent vers nous qui me disent, je veux faire du métaverse et de la blockchain. Mais il faut quand même savoir faire cette différence-là. Et c'est derrière où on aura des réflexions et des demandes de plus en plus qualitatives parce qu'il y aura eu cette acculturation de fait dans les entreprises. Mais ça, c'est des choses que l'on fait aujourd'hui. Et après, quand ils viennent avec une idée, on fait toute cette partie product design du point de vue business, du point de vue tech, qui fait que comme on apporte une vision à 360, on va pouvoir ensuite passer, on sait quand est-ce qu'on peut passer en production en ayant mis les bonnes ressources, le timing, et après on voit si le projet est OK pour passer en prod et on l'accompagne jusqu'à la fin, de l'idée au développement du produit fini. Ouais, Voilà. de vraiment de A à Z, quoi. Et d'ailleurs, en Ouais. l'occurrence, c'est vrai que l'acculturation, elle est aujourd'hui encore super importante et Mhm. c'est je sais que par moi, les Ah oui. les interlocuteurs que je peux recevoir, c'est un petit peu pénible parce qu'il y a une grosse part d'acculturation qui est, encore trop importante et derrière, à travers cette acculturation, encore trop peu qui arrivent à passer à la caisse en se disant, «Voilà, on va faire le pas, on va implémenter les Mhm. solutions» et que finalement, on en reste qu'à cette phase préliminaire, mais bon, qui fait aussi, partie du jeu. Aujourd'hui, vos clients, c'est vraiment, Web3 natif ou vous avez une grosse partie de Web 2 ou d'industrie plutôt classique qui veut implémenter des solutions blockchain pour faire quelque chose de plus pertinent? Alors, je dirais que étonnamment, il n'y avait que du Web3 natif, depuis, entre le début, donc, on va dire ces 2 dernières années, allez, on va dire, même pendant le bull run et cetera. Depuis que c'est le bear market, on a beaucoup moins de Web3 natifs, ils sont un peu plus endormis, on va dire. Peut-être en attendant, voilà, c'est que les côtés le Web3 natif a aussi ce côté beaucoup plus spéculatif, dans tous les cas. Et en fait, on a plutôt des entreprises, très classiques, même totalement en dehors d'internet d'ailleurs, qui viennent nous démarcher pour des solutions, qui vont être peut-être marketing dans un premier temps, pardon, mais qui vont ensuite, OK, dire: «OK, bon, ça fonctionne, ça a l'air de marcher. Où est-ce qu'on peut aller plus loin avec ça?» Et donc là, on va pouvoir apporter des solutions qui vont être beaucoup plus peut-être industrielles ou autres, après avoir démarré un tout petit produit, une première étape avec eux. Et c'est étonnant parce que oui, on a des universités, un peu à travers le monde, des entreprises on a une qui fait, je crois qu'ils sont enfin, je crois, ils sont en métallurgie en Asie, donc très, très loin de notre domaine. Et des entreprises qui font, X ou Y quelque chose, qui font de la production de produits et cetera, qui viennent avec cette envie de vouloir tester l'expérience et très loin en tout cas du côté, heu, hype, spéculatif, on est dans un truc plutôt en mode: on essaye, on voit, et on regarde et ça nous intéresse. Donc c'est plutôt Ouais. c'est assez agréable et bien sûr, bon, bah, quand ça sera beaucoup plus, heu, ça sera peut-être le bull market, dans quelques mois, années, on aura ce retour des projets, un peu dégènes et cetera, qui reviendra, ça c'est clair. Mais c'est pas ceux qui sont notre priorité de toute façon et notre but, c'est de construire avec des groupes à long terme donc tant mieux que ce soit comme ça aujourd'hui. Là, vous avez accompagné plus de 70 clients. Si on regarde un petit peu les domaines qui viennent, vous voir, est-ce que vous sentez qu'il y a, voilà, est-ce que c'est généralement des entreprises du luxe qui sont, très intéressées, et très curieuses par rapport à ça ou de la supply, de l'industrie ou des jeux vidéo? Est-ce qu'il y a vous sentez qu'il y a, globalement, des domaines qui reviennent régulièrement, ou alors c'est vraiment un éventail, Alors, l'éventail est vraiment très large. Nous, on n'est pas encore dans le côté, marque de luxe, on sait qu'il y a beaucoup de d'autres entreprises qui sont dessus et cetera, qui travaillent quasiment exclusivement qu'avec ces groupes-là. Nous, bah, moi, comme je t'ai dit, c'était plutôt, ouais, des universités, des groupes de métallurgie, des marques, X, Y. Par contre, sur le pan solution Web3 pure, là, c'est beaucoup plus des financiers, des boîtes qui font de l'import-export, des boîtes qui sont, plutôt dans un côté, VC et veulent tokeniser leur espace d'investissement, et cetera. Donc la partie finance est quand même très importante, je dirais que c'est la moitié de nos clients et le reste, c'est soit des entrepreneurs qui souhaitent, tenter une expérience, X ou Y, via un MVP, via une petite solution, soit des marques, de grands groupes ou de plus petits groupes de taille, de toute taille, du monde entier d'ailleurs, ça c'est intéressant, c'est bien à prendre en compte, qui viennent nous voir et nous demander, ce que l'on peut faire pour eux et comment est-ce qu'on pourrait le faire. Donc, il y a un peu de tout. ouais. Et dans l'accompagnement que vous faites avec vos clients, ils vous donnent,
Parce que bon, je sais qu'il y en a qui comprennent un peu ces subtilités technologiques-là, il y en a pas du tout. Est-ce qu'ils vous donnent carte blanche en vous disant: «Voilà, nous, notre business et nos processus en interne, c'est ça, expliquez-nous qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, grâce à la techno blockchain?» Et sachant qu'on a tant de budget. Ils sont très regardants par rapport à ce que vous faites ou, justement, ils vous laissent un petit peu les clés en vous disant, «Voilà, on vous fait confiance». Ils sont quand même très sceptiques parce qu'en fait, ils voient bien que la technologie a un potentiel assez, important pour eux, dans beaucoup de secteurs. Alors que ça peut être, la traçabilité par exemple, c'est un secteur sur lequel on essaye d'être très, présent. La traçabilité, c'est, donc bon, il y a plein de lois qui régissent ça, ils le savent, ils cherchent des solutions pour pouvoir, présenter au consommateur final et bien suivre, par exemple la production des produits et cetera. Par contre, ils sont assez méfiants de l'insérer dans leur, système actuel parce qu'il y a une méconnaissance, en fait, tout simplement de comment ça fonctionne et il faut qu'ils arrivent à délier le côté, Bitcoin, Ethereum, crypto de la tech en général qui est la blockchain. Et donc ça, c'est la première étape à mettre en place et une fois que cette étape est passée et il faut la passer, on peut aller plus loin, et cetera. Nous, la plupart du temps, on essaye de prendre en compte, bah, leurs problématiques existantes, hein, voilà, mon, produit XY, il est contrefait, comment est-ce que je pourrais solutionner ça? Bon, il y a des solutions assez simples qui peuvent venir en tête via blockchain, mais il faut pour comprendre leurs principes et comment, tout leur processus industriel, technologique et autres, pour venir se greffer dessus et pas leur proposer une solution qui, supplante tout et au final n'est pas forcément très applicable, et cetera. Et le budget vient dans un second temps puisque, par exemple, on a un qui nous a demandé, de faire une estimation pour, assez à long terme, pendant plus d'un an. Qu'est-ce qu'il pourrait prévoir comme budget? Mais voilà, il sait que c'est quelque chose qui est très, variable. C'est pour avoir un ordre d'idée et en général, c'est plutôt le budget R&D des entreprises qui est, Sollicité. assujetti à ça, quoi. Donc, à voir. Plus le groupe est grand, forcément, plus il va avoir de budget, plus il est petit, plus il va falloir s'adapter forcément. OK, Et super. c'est là où on revient vraiment sur cette partie, acculturation, où, on doit parler aussi avec leur langage parce que eux ils utilisent des mots de notre langage de tous les jours, mais ils savent pas forcément comment l'utiliser et c'est là que quand on vient les entre guillemets «les former», leur montrer ce qui est possible d'être fait, on parle dans leur industrie, on va parler avec eux de leur pain actuel et surtout des cas d'usage qui sont aujourd'hui existants. Si on peut innover, on innovera, mais déjà dans l'existant, est-ce que ça peut résoudre une problématique actuelle? Vous comprenez comment on peut la mettre en place. On peut créer un POC, un MVP, où nous, on va être un peu cette shadow team, en fait, sur la partie R&D, pour créer ça. Et après, ils vont pouvoir faire scaler le produit ou la solution en interne ou en externe, comme ils le veulent. Mais on revient toujours sur la même chose, en fait, acculturation, bien comprendre où est-ce qu'on peut la mettre. Et derrière, eux, c'est l'entreprise, hein, que ce soit une énorme boîte ou une petite boîte, mais c'est que tout le monde ait la conscience de se dire, OK, cette techno, je sais ce qu'elle peut faire, je sais ce qu'elle peut apporter, je sais où est-ce que je peux la mettre. Et c'est là où il va y avoir cette réflexion. Et après, nous, on est là pour leur dire, bah, vous avez besoin de telles ressources, ça va prendre tant de temps, et on va avoir la stratégie avec eux. Comme on a capitalisé sur plusieurs domaines, comme Ben, tu l'as dit, finance, gaming, DeFi et autres, et ben, on va pouvoir leur donner des steps et consolider leur bonne base, quoi. Ouais, c'est l'acculturation par les cas d'usage, vraiment leur montrer C'est ça, qu'est-ce que la techno exactement, du concret. voilà, peut leur apporter, sans parler alors même pas de spéculation, de crypto ou autre, mais vraiment, bah, le cas d'usage, le concret entre, aujourd'hui avec le processus actuel et l'implémentation de solutions blockchain. Justement, on arrive sur la fin de l'interview. Moi, j'ai une petite, dernière question. Vous qui êtes un petit peu en relation directement avec ces entreprises, qu'est-ce qui va faire que les entreprises petites, moyennes et grandes, hein, quelles que soient les tailles, vont passer le pas, non pas d'une simple expérimentation comme on voit beaucoup à travers, les lancements de collections NFT qui sont aujourd'hui quand même des actions très spot, et très marketing, à, mettre les 2 pieds dedans et cette fois-ci, implémenter de manière un petit peu plus profonde dans leur processus, des solutions blockchain. Par quoi ça va passer, selon vous? Moi, de mon point de vue, ça passera par la vision des gens qui sont au sein de ces boîtes-là. Donc les dirigeants, au moment où ils vont commencer à y voir un intérêt, alors quand j'ai intérêt personnel, ça a plutôt un intérêt pour leur entreprise, de s'y intéresser autre que, le côté, hype, là, ils vont pouvoir se dire: «OK, à partir de maintenant, on va centrer l'ensemble de nos processus autour de la blockchain et on va pas prendre nos processus et la blockchain à côté et voir comment ils organisent». Donc il faudra qu'ils soient non pas crypto, focus sur la blockchain, pardon, en priorité et ensuite réorganiser l'ensemble de leur chaîne
pour pouvoir, l'implémenter. À ce moment-là, ils se diront: «OK, ça, là, c'est intéressant» et ils pourront dire, à tous leurs, collaborateurs comment, on va pouvoir travailler à partir d'aujourd'hui. Pour ça et je pense que c'est le plus gros point, il faut qu'ils trouve que la solution technologique soit pérenne dans le temps et que ce soit pas une vision court-termiste de 1, 2, 3, 4 ans. Puisqu'au final, ces technologies qui sont très récentes, hein, la plupart des blockchains, ont moins de 5 ans. Quand on est un grand groupe, on voit à 10, 20, 30 ans, on a des visions long terme et c'est peu probable de venir implémenter une techno dont on n'est pas sûr de la fiabilité à long terme, puisque ça pourrait faire, pénaliser le groupe entier. Je prends l'image de Solana, par exemple, en ce moment, qui est très décriée. Un grand groupe pourrait jamais se positionner dessus pour, à long terme, c'est pas possible avec tout ce qu'on en dit et cetera. Si elle venait à Ouais, s'arrêter du jour au lendemain, bon, voilà, on voit la problématique. Ça, c'est le point, clé et au final, toutes les grosses technos ont mis beaucoup de temps à se démocratiser, hein. Le cloud, et cetera, on savait en faire au début des années 2000, 20 ans plus tard et je dirais que la majorité des entreprises y sont, mais ça démarre. Aujourd'hui, on parle des thématiques IA, pareil, ça mettra un grand temps avant de s'implémenter dans les différentes entreprises. Donc il faut sécuriser la techno pour ensuite venir implémenter et pour ça, il faut rassurer qu'il y ait de la confiance et qu'on arrête le côté trop spéculatif, et uniquement, financier du système. ouais. OK. Moi, je suis totalement en phase avec ce que Ben a dit. Du coup, j'ai presque plus rien à dire. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est cette prise de conscience de la technologie. Et comme je parlais, proof of concept, MVP, c'est pouvoir commencer petit et comprendre l'intérêt. Et ensuite, dans le commencement, le premier pas, c'est se dire bah, dans la stratégie long terme, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Vraiment penser long terme, mais d'être dans le coup. C'est-à-dire qu'on voit ces technos, elles avancent pas comme ça, hein, elles avancent comme ça, ça va très vite. Je dis pas que les personnes qui aujourd'hui ne sont pas dedans vont terminer comme Kodak ou Blockbuster, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est bien de le comprendre, de l'appréhender et de voir ce que ça peut apporter comme valeur ajoutée. Et on est là pour ça aujourd'hui chez Enea. Yes, puis ça mettra davantage de temps pour les grands groupes avec l'inertie dans la prise de décision, qu'il peut y avoir que dans les Mmh. plus petites qui sont plus agiles. Je vous remercie pour votre temps et votre partage, Benjamin et Nicolas. Merci à toi, Pierre, de nous avoir reçus. Merci beaucoup.